tous, merci d'être venus ce soir encore nombreux malgré l'heure tardive et inhabituelle due à des obligations du professeur Pujol qui a sauté dans un avion pour venir jusqu'à nous. On est particulièrement heureux de vous recevoir ce soir, professeur Pujol, parce que vous êtes notre Montpelliérain de la programmation, Montpelliérain de cette saison, parfaitement Montpelliérain, puisque né ici, ayant fait vos études ici et puis continuant à y exercer, y à mener vos recherches. Vous êtes généticien spécialisé en cancérologie. Vous dirigez le département d'oncogénétique du CHU de Montpellier. Et puis, vous êtes également le président de la Société française de médecine prédictive et personnalisée. Vous êtes l'auteur d'un livre récent paru chez Humaine Science, Dépasser la chimio, avec une préface de Luc Ferry. Mais ce soir, ce dont vous allez nous parler là tout de suite, c'est d'un livre précédent, toujours chez Humaine Science, et dont le titre est « Voulez-vous savoir ce que nos gènes disent de notre santé ?» Alors comme il est très tard, je ne fais pas plus long, je vous laisse de suite la parole, et ensuite, dans une seconde partie de soirée, on fera circuler le micro afin que vous posiez toutes les questions que vous désirez poser au professeur Pujol. Je vous remercie encore. Merci beaucoup de cette introduction. Merci à tous. Bonsoir. Et désolé du retard. Je vous propose qu'on démarre. J'ai prévu des diapositives, mais je vais vous rassurer tout de suite, je ne vais pas les passer, parce que ce n'est pas du tout le but, évidemment. Je suis assez fier d'être là, parce que effectivement, je suis en régional de l'étape, je suis en local. Je suis fier de ma ville. Je suis fier de cette faculté de médecine. On est ici dans la salle François Rabelais. François Rabelais a fait ses études à Montpellier il y a bientôt 500 ans. Il était à la fois un scientifique, à la fois un peu espiègle et carabin, de ce que j'ai compris. Je me retrouve tout à fait là-dedans dans mes études, dans mes chères études médicales. On va parler d'un sujet qui est la génétique, qui est vraiment un sujet médical, hein, je veux le dire, et nous allons essayer de brosser les avancées médicales. Mais c'est aussi finalement un sujet sociétal, cette génétique, et c'est aussi un sujet éthique. La présentation était très bonne. Je suis l'actuel président d'une société savante qui s'appelle Société française de médecine prédictive et personnalisée. Pourquoi ? Parce que la génétique peut permettre deux choses. Soit d'avoir des facteurs de risque. On appelle ça la médecine prédictive, parce que connaître un risque, c'est pas gratuit, ça peut permettre de faire du dépistage ou de la prévention. Et dans certains cas, ça s'avère extrêmement utile. Oui, mais prédire, ça a aussi une autre dimension et on ne va pas occulter cette réflexion. Et deuxièmement, et ça c'est peut-être un message ce soir, des fois j'ai des amis et je leur dis ce que je fais, et ils ne sont pas forcément dans la médecine, et quand je leur dis que je fais de la génétique clinique, ils me disent « mais tu fais de la recherche alors ?» Et vous verrez que pas du tout. Aujourd'hui, la plupart des cancers font l'objet d'une analyse génétique parce qu'on peut déployer ce qu'on appelle la médecine personnalisée. C'est le deuxième registre. Cette médecine personnalisée, c'est quoi ? C'est avoir un peu de précision dans l'information de la maladie, surtout le cancer et les maladies rares, et à partir de cette précision, développer des stratégies thérapeutiques un petit peu spéciales, on y reviendra. Mais avant, bien sûr, parce que je suis professeur de cette faculté, je vais vous faire un cours de génétique. Non, je rigole. Ah, je rigole. Alors, je ne vais pas faire ça. Surtout, même ça, on va passer. C'est juste pour faire joli, ces diapos, je les ai rajoutés à la fin. Je vais vous passer les séquences d'ADN, les gènes, tout ça. Bon, ça, c'est de la connaissance pure, hein, cette histoire-là. Je vais vous passer les petits pois de Mendel. Les petits pois Lys-Plissé, ce moine moldave, vous savez, qui est au départ de la génétique, qui est d'ailleurs un contemporain de Darwin.
Et c'est d'ailleurs assez curieux. Ce moine moldave comprend avec des petits pois. Vous avez vu, j'y vais quand même. Hein. Mais ce moine moldave comprend avec des petits pois que les caractéristiques peuvent se transmettre sur un mode héréditaire. En l'occurrence, le petit pois est lisse ou il est strié. D'accord ? Il fait ça dans son monastère en Moldavie. Et pendant ce temps, Darwin échafaude de la théorie de l'évolution. Ils sont contemporains. Gregor Mendel, qui a un peu de mal à publier, finira par publier dans une revue, mais à aucun moment Darwin ira vers Mendel, et c'est un peu dommage parce que ils étaient tous les deux, à mon avis, les précurseurs des fondements des connaissances en génétique scientifique et en connaissances médicales. Bref, je ne dois pas vous parler de Mendel, je disais donc. Alors de quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler d'une dame qui s'appelle Franklin Roosevelt, très peu connue. Alors que ici, je pense que tout le monde connaît à peu près Watson et Crick. Ça vous dit quelque chose, Watson et Crick ? C'est les deux prix Nobel avec un certain Wilkins de physiologie et de médecine. Ils l'ont eu pour avoir compris la structure de cette fameuse molécule d'ADN. Cette molécule d'ADN est une séquence de différents éléments biochimiques, peu importe. Watson et Crick ont le prix Nobel parce qu'ils ont découvert que c'était une forme d'hélice. Et en fait, ils recherchaient ça depuis des années, ces grands chercheurs. Un jour, ils visitent le laboratoire de Wilkins à Londres. Et à l'époque, Franklin Roosevelt, que vous avez ici, est un chercheur extrêmement brillant, mais c'est une femme. Et les femmes, à l'époque, dans cet environnement, elles n'ont pas forcément accès, disons, à la même représentativité. Et c'est Wilkins qui fait non seulement le tour du laboratoire, mais qui montre les cahiers d'expérience de Franklin Roosevelt que vous avez ici. Et vous voyez à droite, c'est la photo 42. C'est une photo de la molécule en diffraction au rayon X, peu importe, mais ça montre que la molécule d'ADN est une double hélice. Donc Wilkins montre ça à Watson et Crick, qui sont persuadés qu'il y a au moins 3 brins. Ils disent, mais alors il n'y en a que 2. Et ils font coup sur coup les papiers qui vont donner le prix Nobel à Watson, à Crick et à Wilkins. Mais pas à cette dame. Cette dame n'aura pas le prix Nobel pour 2 raisons. Peut-être parce qu'elle était un peu une dame, hein, tout simplement à ce moment-là, mais aussi et surtout parce qu'elle est décédée. Elle est décédée à l'âge de 38 ans, cette dame, parce qu'elle avait un cancer de l'ovaire lié à une prédisposition génétique. Ironie du sort, cette femme était d'origine juive ashkénaze. On sait que dans cette population, il y a beaucoup de mutations qu'on appelle BRCA1, qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez entendu parler de ce gène-là. Il prédispose au cancer du sein et de l'ovaire. Et donc, cette personne va mourir d'un cancer de l'ovaire. Alors qu'aujourd'hui, on le verra un petit peu plus tard dans l'exposé, on ne doit plus mourir d'un cancer de l'ovaire dans le cadre de ces prédispositions génétiques. On le verra un petit peu plus loin. Alors, on va adresser 3 questions successivement. La première qu'il nous faut adresser, c'est que peut-on craindre de la génétique ? On ne va pas l'éluder, c'est cette question. La deuxième, c'est ce qu'on peut espérer et attendre aujourd'hui de cette génétique. Et puis, à la fin, je vous propose d'aborder des questions un peu sociétales, à la fois sur les développements éthiques de la génétique, mais aussi sur des trucs beaucoup plus simples, les tests sur Internet. Je vous propose qu'on en dise un petit mot. Qu'est-ce qu'on peut craindre de la génétique ? On peut craindre plein de choses. L'histoire de la génétique en est en fait jalonnée. Et même avant qu'on connaisse la génétique, on s'était dit qu'il y avait des déficiences intellectuelles qui se transmettaient.
c'est vrai, il y en a quelques. Mais on avait fait un amalgame. Et donc sont partis ce qu'on appelle l'eugénisme, des espèces de campagnes d'eugénisme qu'on a vues chez les nazis. C'est la stérilisation des déficients intellectuels, en plus des homosexuels. Et on l'a vu aussi aux États-Unis. Il faut avoir la mémoire quand même de ça. Aux États-Unis, on a stérilisé 60 000 personnes qui étaient déficientes intellectuelles. Churchill aussi a mis en place ça en Angleterre. Et d'ailleurs, le premier courant très fort d'eugénisme nous vient d'Angleterre. C'est assez curieux parce que c'est la famille de Darwin, la première société d'eugénisme. Elle s'appelait comme ça. C'était pas un gros mot à l'époque, société anglaise d'eugénisme. L'idée, c'était on va faire un monde meilleur avec des gènes super normaux, ça va être super. Et donc, le premier président de cette société, c'est Francis Dalton, qui est le cousin de Darwin. Et après, le fils de Darwin présidera aussi cette société. Je ne dirais pas trop, je suis mal placé pour les dynasties médicales. Je vais essayer de pas trop en dire du mal, parce que j'ai pas mal d'antécédents familiaux. Ici, je vais m'arrêter là. Je n'avais pas vu ça. Ah, je pourrais, il y a des exemples partout de cette espèce d'eugénisme négatif, c'est-à-dire l'idée d'éliminer les personnes qui n'auraient pas des gènes qui soient bons. Et comme ça, on aura des gens avec des gènes super. En gros, c'est ça. C'est bien sûr atroce, anti-éthique, c'est absolument, en plus, sans fondement. Mes maîtres, Jean-François Mattei, Axel Kahn, surtout, qui est véritablement mon maître, ont beaucoup dénoncé, on pourrait citer aussi Arnold Munich, ont beaucoup dénoncé l'eugénisme. La crainte était forte. Elle était d'autant plus forte que vous verrez, on est rentré aussi dans la génétique en France et en d'autres pays avec le pire, la sélection des gènes avec la trisomie 21. Et ça, j'y reviendrai quand même. Donc tout ça, on a raison d'être vigilant, d'être méfiant. Mais pour autant, on va voir qu'on a beaucoup d'avancées médicales. Et c'est ça peut-être le message principal, c'est qu'il faut craindre la génétique dans des développements qui ne seraient pas éthiques, mais en même temps, vous allez voir tout ce que cette génétique médicale peut nous apporter en termes de prévention ou de traitement de certaines pathologies. Voilà, assez pour l'eugénisme dit négatif. Un autre mot assez curieux est apparu, c'est l'eugénisme positif. Qu'est-ce que c'est l'eugénisme positif? C'est l'idée de personnes qui sont souvent milliardaires et qui ont des Converse. On les reconnaît assez facilement. Les types, je n'ai jamais compris. Les types, ils sont milliardaires, mais ils ont des t-shirts et des Converse. Et puis des Converse de base, quoi. Pas des... ouais. On les reconnaît. C'est un signe assez ostentatoire. Je pense au patron de 23andMe, par exemple, et en France, quelqu'un que j'aime beaucoup quand même, malgré tout son aspect provoque, c'est Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, il a un t-shirt et des Converse. Il a vendu Doctissimo, il a fait fortune, il a une boîte d'ADN, enfin il est un entrepreneur à multiples facettes. Bon. Bref, ces gens-là, c'est quoi leur idée d'eugénisme positif? C'est de dire, on va augmenter l'homme avec des gènes. C'est-à-dire, on va sélectionner de la positivité ou bien ce qu'on appelle le transhumanisme. Peut-être on va faire des mains avec 10 doigts pour être plus... Vous voyez, des trucs qui vont être super. On n'est pas loin de manipuler le génome aujourd'hui en positif. On le fait déjà sur le maïs. On le fait sur le maïs pour éviter que les plants meurent quand même, il faut s'en rappeler. Mais si on poursuit ce raisonnement d'hommes augmentés, pourquoi pas avoir des gènes qui nous rendent peut-être plus intelligents, plus sportifs, plus endurants. Pourquoi pas? Ce qui fait peur, c'est qu'effectivement,
on trouve de plus en plus de gènes qui sont liés à certaines aptitudes physiques, mentales. Donc la tentation est grande. Pour moi, ça c'est extraordinairement dangereux. Les premières manipulations du génome humain en ce sens ont été faites avec un outil qu'on doit à une chercheuse française qui est prix Nobel. Son nom va me revenir, Madame Charpentier. Cette dame est à l'origine de CRISPR-Cas9, qui est une espèce de ciseau moléculaire. Ça coupe l'ADN et ça remplace par un autre gène. Ça peut être très utile sur le plan thérapeutique. Mais on peut délirer. Quelqu'un l'a fait déjà en Chine. Alors, on jette souvent l'opprobre sur la Chine. Ça aurait pu être ailleurs. Je pense qu'on a quelqu'un hors clou, hors sol. Il n'a pas demandé du tout, il n'est pas passé par les comités d'éthique. Il a fait une manipulation sur des embryons, ce qui n'a strictement aucun sens. D'aller manipuler un embryon aujourd'hui n'a strictement aucune recevabilité éthique. C'est juste un challenge. Ou alors ça préfigure ces histoires-là. Donc ça, il faut être extrêmement méfiant. Donc je vous fais peur, c'est pas gratuit, c'est qu'il faut avoir en tête ces dérives possibles. Il faut certainement qu'il y ait des régulations globale, mondiale sur ces sujets. Mais même la Chine n'est pas exempte des comités d'éthique, etc. Donc voilà, cet eugénisme, moi, et ce transhumanisme, je trouve pas ça rigolo. Pourtant, Luc Ferry, qui est devenu une connaissance et un ami, parfois est un peu enclin, mais enfin, il a quand même un discernement. C'est vrai que l'homme, il n'a de cesse que d'aller vers un progrès. Et donc, s'il entrevoit une possibilité, la tentation est grande. C'est le mythe de Sisyphe, pas de Sisyphe, d'Icare, n'est-ce pas? Tiens, on va mettre une... Non, ça on l'a dit pour les risques. Je regarde si j'ai quelque chose à... Ouais. Le dernier truc, il y a encore 2 points à aborder. Ça existe, ça. Hier, j'étais avec un journaliste de Sciences et Avenir. Elle avait trouvé un article où une équipe venait de publier comment sélectionner les spermatozoïdes qui font des garçons. Chouette, ça. Mais pourquoi ? Dans le papier, je trouve que ça a été publié dans PLOS ONE, qui est une excellente revue. Le papier est pas mal. Ce que je dis, le papier est assez convaincant. C'est des séries de 1000, ça a été contrôlé, enfin c'est pas mal. Et le taux de succès de 80 et quelques % sur 1000, il n'y a pas photo. Le truc marche. Mais and so what, pourquoi ? C'est pas la parité le problème. Alors on dit, dans le papier ils disent oui, mais il y a des pays où il y a moins de je sais pas quoi. Ouais. Ça n'a aucune recevabilité. Au-delà, vous pouvez trouver sur Internet du sperme pour avoir des yeux bleus, pour avoir une certaine origine ethnique. Alors c'est souvent contre les régulations. Ces sites existent. Aux États-Unis, la loi est extrêmement floue là-dessus. Donc malheureusement, il y a des possibilités. Et puis, il y a des pays avec une espèce de tourisme médical, si tant est que ce soit médical, où effectivement ces choses existent. C'est-à-dire, vous pouvez sélectionner les spermatozoïdes d'un donneur blanc ou je ne sais pas quoi. Pour autant, on va faire sans transition une rentrée dans du très dur. Mais pour finir avec les risques, il y en a un que je ne vous ai pas cité, qui est le risque assurantiel et professionnel. Je vous propose qu'on le traite à la fin, parce qu'il existe aussi ce risque de discrimination sur la génétique, que ce soit professionnel ou assurantiel, existe. Mais je vous propose en transition, puisqu'on en est à la couleur des yeux, de rentrer dans le vif du sujet. Une des premières histoires qui est qui est un bouquin, c'est celle-ci. Elle m'a profondément marqué en tant
que jeune médecin, à la fois au plan médical, à la fois éthique et aussi pour ce que j'ai pris derrière, vous allez voir. Un jour, dans des consultations de génétique, je suis très orienté en cancérologie. Je ne pense pas que ça soit un gène. Je pense que c'est l'environnement familial qui a fait ça. Parce que j'ai un père cancérologue, figurez-vous, et un frère cancérologue. Et de la génétique, je suis allé vers la cancérologie. Je ne crois pas que ce soit un gène qui ait fait ce déterminisme. Je crois juste que c'est une espèce d'environnement. Donc bref, je me suis assez spécialisé dans la génétique du cancer. Et dans une consultation, je vois arriver des non-voyants. Voilà la canne blanche qui rentre en premier. Les deux personnes sont non-voyantes. On discute, le monsieur rapidement me dit, voilà, moi, je suis atteint d'un rétinoblastome bilatéral. Alors, pardon pour ce gros mot, le rétinoblastome bilatéral, c'est tumeur héréditaire. C'est transmis sur un mode dominant, figurez-vous, comme le cholestérol. Une fois sur deux, vous l'avez. Et malheureusement, quand vous avez le gène, dans 95% des cas, vous allez développer une tumeur de la rétine sur les deux yeux, avant l'âge de 2 ans. La plupart du temps, vous perdez la vue, quand ce n'est pas autre chose. On a fait beaucoup de progrès thérapeutiques sur ces cancers, fort heureusement, comme dans tous les cancers pédiatriques. Mais maintenant, on a un pronostic relativement... Par contre, le pronostic visuel, non. On perd la vue. Hein. Comme souvent dans le handicap, cette personne non-voyante a rencontré son amour dans un centre spécialisé. Cette autre jeune femme, elle n'est pas du tout atteinte d'une maladie génétique, mais ils savent tous les deux que la probabilité d'un enfant à naître chez eux qui perdra la vue avant 2 ans est de 50%. Et à partir de là, ils me disent, monsieur Pujol, c'est mon père qui m'a transmis ça. Moi, je ne veux pas le transmettre à mes enfants. On s'aime, on veut avoir un enfant, mais on ne veut pas avoir un enfant qui ait une telle probabilité de perdre la vue, en plus avec un cancer, avec une chimiothérapie, tout ça. Bon, je dis, bon, ça me paraît parfaitement entendable. On est là en 2007. Le diagnostic préimplantatoire dont je vais vous parler existe. Il existe au sens de la loi pour les maladies graves et incurables au moment du diagnostic. Et je considère qu'un rétinoblastome bilatéral, avec une probabilité de 95%, c'est une maladie grave et incurable au moment du diagnostic. Et je dis à ce couple, écoutez, moi je comprends, est-ce que vous êtes sûr de ça? Il me dit, nous on est tellement sûrs que nous n'aurons pas d'enfant si on n'a pas une assurance que cet enfant n'aura pas la même maladie que nous. Donc je dis, écoutez, je vais porter votre demande. On a ce qu'on appelle un comité d'éthique, hein, qui est le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ou de diagnostic préimplantatoire, sur tout ce qui touche au prénatal. Et je porte la demande à cette commission locale et on retient l'indication. Et on fait partir ce diagnostic préimplantatoire. Et ça se sait. Et un jour, je retrouve dans Le Monde à la recherche de l'enfant parfait. Voilà ce qu'on fait à Montpellier et à l'époque à Strasbourg. On fait de la sélection sur les gènes. Où s'arrêtera-t-on? La pente glissante. Bientôt, ça sera la couleur des yeux. Et moi, je suis jeune médecin et je prends ça vraiment mais en pleine poire. À l'époque. Heureusement, moi, je suis à l'époque... assez près de l'Institut du cancer, et l'Institut du cancer dit, écoutez, on va faire une mission avec l'Agence de la biomédecine pour statuer sur les extensions du diagnostic préimplantatoire avec des experts nationaux pour savoir si on retient et on fait une recommandation là-dessus. Et donc, il y a eu 1 an et demi de travaux avec ma collègue Dominique Sopaglione. Et on a vu des juristes, on a vu des éthiciens et tout ça. Et à la fin, on a dit qu'il faut proposer le DPI. Un certain nombre de prédispositions héréditaires au cancer. Celle-là en fait partie. C'est souvent des cancers qui surviennent chez les enfants. Mais comme ça, c'est écrit sur le papier. Mais enfin, quand même, ça nous apporte à une question qui est celle de l'éthique. Parce que si j'étais cancer, hier on était
avec quelqu'un ici présent, ma femme, à une belle conférence d'un philosophe, Kant Sponville. Et donc, il nous parlait de Kant. Kant, c'est super, mais si on est kantien, la morale, il faut que quelque chose que l'on fasse à quelqu'un s'applique à tous. Et le docteur No, qui n'est pas celui de James Bond, qui était le docteur No du monde, à ne pas confondre, qui est plus au monde. Le docteur No qui avait écrit cet article, il avait une réflexion morale. Il n'était plus médecin depuis très longtemps, plus confronté au réel, la génétique, il était complètement largué, et il était dans un fauteuil le soir. Et il dissertait sur la morale, dans un fauteuil club. Alors que moi, j'étais dans un box de consultation au CHU de Montpellier, que j'aime bien, enfin qui des fois, pour être un peu plus rock'n'roll, avec la détresse de ce couple amoureux qui veut un enfant. C'est pas tout à fait la même. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme ce que disait Charles Péguy, c'est que finalement, Kant, c'est très beau, mais il n'a pas de main. Enfin, il y a une formule de Péguy pour dire ça. On ne se salit pas les mains, on n'a pas de main. Il y a un moment où vous devez agir dans un cas singulier. Et pour moi, c'est ça, les fondements de l'éthique en médecine, c'est pas de la morale. Pierre Lecoz, aussi un ami, le dit très bien. Ça va être une réflexion au cas par cas, à la fois sur les données médicales et sur la singularité de la situation. Premier exemple. Deuxième exemple, on va rester dans le cancer. C'est aussi... Non, celui-là, finalement, il est connu. C'est BRCA. Je ne vais pas vous en parler de celui-là. Je vais vous parler de quelque chose qui m'a aussi marqué terriblement. C'est une dame qui a une tumeur. Je ne dirai pas le nom, parce que jamais elle était là, qu'elle ne se reconnaisse pas, qui est venue à ma consultation parce que sa fille, âgée de 2 ans, avait eu la même tumeur qu'elle. Tumeur très rare. Elle l'avait eue à l'âge de 2 ans. Elle s'en était sortie. Sa petite fille allait bien. Elle avait une chimio. Ça se passait bien. Et elle m'a dit, je viens vous voir parce que quand même, je ne trouvais pas que c'est un peu bizarre. J'en ai parlé à mon médecin, il dit que c'est bizarre. Elle m'a dit de venir vous voir. J'ai dit, c'est plus que bizarre. Il y a une équipe en France, on n'est pas très bon là-dessus. C'était vraiment la recherche. On est avant cette histoire-là, on doit être en 2005. Je vois une équipe anglaise très en pointe sur cette pathologie. J'envoie l'ADN en me disant si jamais ils trouvent le gène truc, on pourra faire un diagnostic préimplantatoire. Je ne vous ai toujours pas dit ce que c'était, le diagnostic préimplantatoire. On le garde pour après, c'est technique. Ça permet de choisir, pour ne pas dire sélectionner, l'embryon qui n'a pas la maladie. Oh, c'est affreux, oui d'accord, c'est affreux. Quand on fait une fécondation in vitro, il y en a 30 000 en France tous les ans. On n'a pas un œuf. On en a 6, on en a 10, d'accord ? On en choisit un, on n'en implante pas 10. Là, on choisit un embryon qui n'est pas porteur. On fait une analyse génétique sur une cellule. Et évidemment, une fois sur 2, l'embryon n'est pas porteur, on va choisir. C'est terrible de le faire. Mais je veux simplement vous rappeler que quand on fait une fécondation in vitro, on a des embryons qui restent dans un frigo, qu'on détruit, qu'on met en recherche, etc. Alors là, donc c'est pas de la sensiblerie, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Parce qu'on envoie donc ces trucs en Angleterre, ça prend 1 an, 2 ans. Et au bout de 2 ans, le laboratoire me dit on a trouvé le gène. Waouh! On va vers une publication, etc. C'est extrêmement solide. Publication Nature, le plus beau journal de génétique, super. Je reconvoque la dame. Donc j'ai dit, je la fais rentrer, j'ai dit voilà madame, j'ai quelque chose à vous dire, on a un résultat. Elle me dit moi aussi monsieur Puech, j'ai quelque chose à vous dire. Je dis mais je vous d'abord. Elle me dit je suis enceinte. J'ai dit, écoutez, nous, on a quelque chose. On a aujourd'hui la variation génétique qui est responsable de votre pathologie familiale.
Elle me dit, so what? Je lui dis, écoutez, l'idéal, ce serait le diagnostic préimplantatoire, ce dont on vient de parler, parce qu'on évite le plus terrible, c'est le diagnostic prénatal. On a un fœtus qu'on va tuer dans le diagnostic prénatal. Quand vous faites un diagnostic prénatal, c'est un diagnostic génétique de maladie grave, et sans truc, ça peut être 3 mois, ça peut être 4 mois. Hein? Donc c'est ça qu'il y a derrière. Donc j'ai dit, madame, la seule chose qu'on pourrait faire aujourd'hui, ça va être très sport, mais on peut demander à ce laboratoire de faire un diagnostic prénatal sur ce gène-là chez votre enfant à venir. Et elle me dit, mais non, ça, je ne veux pas. Parce que si j'avais fait ça, ma première fille ne serait pas là. Et moi-même, je ne serais pas là. Je dis, même, c'est parfaitement compréhensible. On n'a rien fait. Et cet enfant est né avec la même tumeur et malheureusement extrêmement grave. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je veux simplement vous dire, c'est pas la sensiblerie, c'est simplement vous dire dans quelle situation on peut être amené à proposer ce qui est le plus dur. On va aller maintenant sur des choses beaucoup plus évidentes. Parce que là, dans cette médecine prédictive, hop, super, génial, je peux rien à voir les trucs. Cette médecine prédictive, et donc on est au cœur du deuxième point, elle va dépendre d'une équation. Quand est-ce que ça vaut le coup sur le plan médical? Ça vaut le coup quand, ou plutôt si et seulement si, vous avez une équation avec 2 choses. Un risque fort ou un risque grave, numéro 1, et 2, une action possible. Là, dans ce qu'on vient de voir, toutes ces rétinoblastomes, ces prédispositions au cancer de l'enfant, on a un risque fort. On sait le détecter aujourd'hui avec fiabilité. Mais on n'a pas l'action. Et on fait le pire, on fait de la sélection sur l'embryon. Le pire, pour moi, c'est la trisomie 21. Mais on pourra peut-être y revenir en débattant après. OK ? Il y a un deuxième cas de figure. Deuxième cas de figure dans cette équation, c'est vous avez un risque fort, mais vous avez une action médicale qui est bonne. Alors, je vous donne un exemple. On parle toujours de BRCA, il y en a marre, on va en prendre un autre. On va prendre le syndrome de Lynch. Dans quelques jours, je ferai un truc avec Simès, là, il a choisi ça pour la prédisposition génétique au cancer. Je trouve que c'est pas mal. On parle toujours de BRCA et des femmes. On va parler d'un homme avec cette fameuse prédisposition. Excusez-moi, encore un gros mot. C'est quoi? C'est quelque chose d'assez fréquent. C'est un gène qui prédispose à faire des polypes et à faire un cancer du côlon, quand vous l'avez. Mais le risque est très fort. C'est 7 sur 10. Quand vous avez la variation génétique, vous avez cette probabilité sur 10 de faire un cancer du côlon dans votre vie. Sauf que on a la parade. La parade, c'est le dépistage par la coloscopie. C'est pas super, mais enfin, ça se fait. Et en même temps, c'est la prévention. Puisque quand on fait la coloscopie, avant qu'il y ait le cancer, il y a une espèce de tumeur bénigne qui s'appelle le polype. Et ce polype, votre gastro l'enlèvera. J'encourage d'ailleurs tout le monde à se prêter mieux aux campagnes de dépistage. Ma femme sourira, mais ça fait rien. Je parlerai. Vous avez reçu ces enveloppes, etc. C'est très important le dépistage du cancer du côlon parce qu'il est extrêmement efficace en réalité. On a à la fois le dépistage et la prévention. Dans le cancer du sein, le dépistage, c'est super, mesdames. Mais ça permet de détecter un cancer très tôt. Mais malheureusement, le cancer est déjà là. Même s'il est petit, même si on le guérit quasiment à chaque fois. Là, c'est encore mieux. Vous arrivez avant le cancer. Vous arrivez à un état précancéreux. Donc voilà pourquoi les prédispositions génétiques ici pour le cancer, j'ai une déformation, donc on va passer ailleurs, sont très utiles. Vous avez aussi des maladies génétiques rares, où vous avez une action formidable, avec un régime alimentaire. Vous avez des prédispositions génétiques mortelles, avec un régime alimentaire, ça va. L'errance diagnostique aussi est devenue un enjeu extrêmement fort dans le diagnostic des maladies génétiques.
on démembre pas moins de 8000 maladies génétiques. À peu près 2% de la population a une maladie génétique dite rare. Mais quand vous avez fait la somme de tout ça, c'est pas rare du tout, en fait. Et il y a 2 enjeux. La meilleure connaissance évite l'errance diagnostique, c'est-à-dire on vous fait des examens indéfiniment sans savoir ce que vous avez vraiment, ça ne s'arrête jamais. Et une fois que l'on sait, c'est évident que la prise en charge va être beaucoup plus ciblée. On va faire du dépistage s'il y a des risques associés, on pourra lutter contre tel ou tel développement ou complication qui arrivera. Donc cet enjeu aussi est important. Je ne vais pas dérouler tout parce que j'y serai jusqu'à demain. Je prends un dernier exemple qui fera le lien avec le dernier chapitre. Ce lien, il se fait tout simplement avec, vous avez un risque faible et vous n'avez pas d'action de prise en charge. Exemple, Alzheimer. Alzheimer, on a quelques... Alors, il y a des formes génétiques, monogéniques, on va passer là-dessus, qui sont vraiment des transmissions, c'est très particulier. Là, c'est important d'avoir ces diagnostics. Mais dans la forme commune, on a des marqueurs. Un s'appelle ApoE. Alors, s'il y a une variation de l'ApoE, vous avez un risque augmenté. D'accord ? Et on vous le vend. On l'a même fait dans certains hôpitaux à un moment. Je me disais, tiens, c'est pas mal, on peut prédire un peu. Et bien sûr, on le vend aussi sur Internet. On a envie de savoir ce qui va nous arriver. C'est humain de savoir. On sait qu'on va... Enfin, la plupart d'entre nous savent qu'un jour, ils seront malades. On peut le penser, plus ou moins, mais enfin... Donc, il y a un enjeu là-dessus, sur savoir ce à quoi on est sujet. Mais savoir ce à quoi on est sujet est utile à la fois s'il y a une action préventive valable et si le risque est grand. Et là, ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'a ni l'un ni l'autre. Parce que l'ApoE, ça vous donne un risque, ce qu'on appelle dans notre jargon le risque relatif, de 30%. Oh, vous allez dire, ça fait beaucoup, 30%. 30%, en fait, c'est... Si on avait 2 populations, on scinde l'amphithéâtre en 2 populations, ceux qui auront l'ApoE ont 1,3 fois le risque de l'autre partie. Si le risque est de 1% et qu'on est 200 dans cet amphi, ça veut dire que dans un camp, il y aura un Alzheimer et dans l'autre, il y aura 1,3 Alzheimer. Je vais juste vous remettre ça, c'est important. Quand on parle de risque, il faut penser que le risque est quantifiable. Ce n'est pas une notion de tout ou rien. J'ai le risque, j'ai pas le risque. C'est quel risque ? Est-ce que c'est un risque de 70%, comme on vient de le voir pour le syndrome de Lynch, ou c'est ce qu'on nous vend de 30%? Mais ce n'est pas 30%. Quand on vous le vend sur Internet, on vous dit 30%. C'est 30% d'augmentation du risque par rapport à la population générale. Vous avez vu la différence ? Et ça, c'est majeur. Et pourtant, pour nous, ça résonne à peu près avec le même truc. Et il y a beaucoup de choses qui jouent là-dessus, sur le risque. Il n'y a pas qu'en médecine, d'ailleurs, où on joue un peu savamment sur la notion de risque comme quelque chose de tout ou rien, sans prendre en compte que le risque est quantifiable. La magnitude, la fréquence et la gravité aussi du risque. Il y a quelque chose qui est pas pareil d'avoir un risque de diabète, même si le diabète c'est embêtant, mais c'est pas pareil d'avoir un risque de diabète à 1,3 et d'avoir un risque de rétinoblastome à 95%. Vous voyez, donc c'est ça que je veux introduire. Donc attention aussi à une génétique survendue, où les facteurs dits prédictifs ne nous renseignent ni sur un risque fort, ni sur une action préventive utile. Je suis moi-même issu d'une famille où il n'y a pas que des cancérologues, il y a des gens qui ont eu des maladies d'Alzheimer. Je n'ai pas fait de test pour ça. Ça me fait faire un lien avec la dernière partie, les sujets sociétaux. Parce que j'ai fait un test génétique. Et oui, c'est contre la loi. Je suis passible
d'une amende de 3 450 €. Ouais. Parce que j'ai fait un test génétique sur Internet. Mais bon, j'avais envie de savoir mes origines. Bon, je savais que par ma mère, j'étais italo-maltais. Y a pas, vous voyez comment je suis habillé d'ailleurs. J'avais pas tellement besoin de la génétique. Je suis italo-maltais. Mais sur la partie de mon père, bon, c'est pas trop. Il y a des zones d'ombre. Et donc, ça m'a beaucoup amusé de faire cette analyse génétique. J'ai 20% supplémentaire d'italien. Vous trouvez pas qu'il y a quand même un truc un peu... non ? Et je vous rassure, j'ai quand même 8% de gènes français. Quand même. Je trouve assez normal que les tests génétiques soient interdits sur Internet. Sérieusement, pour les raisons que je vais essayer de vous développer. Pour l'ethnicité, je ne comprends pas. Parce qu'au fond, ça nous appartient de savoir nos origines. Attention, des fois, c'est pas agréable. On apprend des trucs, hein, ça en est plein, hein, des trucs comme ça. Hein. C'est pas terrible. Mais au fond, je trouve que ça nous appartient, hein, cette origine. Après, vous êtes fiché aux États-Unis. Bon, d'accord. Je suis fiché aux États-Unis, il y a une so what. Par contre, quand vous avez une information médicale, et c'est ça qui peut être révélé par un test génétique, vous pouvez, dans cette salle, il y a au moins une personne qui a une mutation BRCA1. Est-ce qu'elle le sait? J'en sais rien. Mais si elle fait une analyse génétique, elle peut le savoir. Comment penser que quelque chose comme une mutation BRCA, qui veut dire qu'il faut enlever les ovaires avant la ménopause, qui veut dire qu'il faut faire des IRM du sein à partir de 25 ans, qu'il faut se promener avec un risque très fort. Comment on peut apprendre ça de la façon aussi légère que je viens de vous raconter mes origines ethniques? Comment on peut accéder à cette information sans avoir eu une information dite loyale et éclairée, sans avoir eu un accompagnement médical? Madame, si on trouve ça, on fera ce qu'il faut pour vous mettre en sécurité. Mais aussi et surtout, cette information médicale, il est de votre autonomie totale de vouloir la connaître. Pour ça que mon livre s'appelle « Vouloir savoir ». Je pense qu'il y a dans les 4 règles, les fondements de la déontologie et des règles de l'éthique médicale, vous avez l'autonomie. Et elle s'applique à la génétique, cette autonomie. Après, bien sûr, la bienveillance, la non-malveillance, l'accès à tous. Mais je trouve que la particularité là, des règles éthiques en génétique, c'est cette autonomie. Au fond, je vais bien. Est-ce que j'ai envie de savoir? Ça peut être intéressant de savoir, bien sûr, quand vous avez des antécédents familiaux. Ça pourrait l'être en population générale. On n'y est pas parce que ces problèmes de tests en population générale ont fait l'objet d'une expertise lors des lois de révision de bioéthique. Le Conseil national d'éthique, j'avais été amené moi, à parler au Conseil national d'éthique pour la société et au Sénat. Et bien, figurez-vous que le Conseil d'éthique était plutôt favorable à une évaluation pour des tests dont je ne vous ai pas parlé, on abordera peut-être dans les questions, et donc était plutôt favorable à une évaluation des tests en population générale parce que des fois, on peut repérer les couples qui sont à très haut risque de mucoviscidose ou d'amyotrophie spinale. L'amyotrophie spinale, le gros mot, c'est la maladie du Téléthon. Hein. Et donc, ça, c'est une maladie récessive. Aucun des 2 parents n'est malade. C'est l'union de 2 parents porteurs d'un gène défectueux qui va faire ces maladies dites récessives. C'est imparable, sauf si on proposait ces tests en population générale. Donc moi, je suis passé au CCNE, au Sénat, j'ai dit la même chose comme d'autres généticiens, Jean-Louis Mandel en particulier. Au plan éthique, je trouve qu'aujourd'hui, on a mis la barre en pote avec la trisomie, parce que la trisomie, est-ce une maladie grave et incurable? Je n'en suis pas si certain. L'espérance de vie aujourd'hui d'un enfant trisomique, c'est plus un enfant, c'est un adulte de 50 à 60 ans. Ok, il y a un QI qui est plus bas, d'accord, mais enfin, on n'est pas dans la myotrophie spinale.
où je vous rappelle, un enfant sur deux, enfin je vous rappelle, je vous en informe, un enfant sur deux décède avant l'âge de 2 ans. C'est pas tout à fait la même pathologie dont on parle. Je sais qu'il ne faut pas comparer les maladies. Je suis désolé s'il y a des gens que je heurte dans leur sensibilité pour ça. Mais là, on est obligé d'avoir un curseur dans cette éthique. Et je pense que le législateur l'a pas mis, n'a pas voulu a dit gravité, incurabilité, parce qu'avec 8000 maladies, vous ne pouvez pas en fait mettre ce curseur. Donc, je pense tout à fait normal. Au final, l'Assemblée nationale n'a pas voulu cette évaluation. C'était ce qu'on appelle le préconceptionnel. Ça fait peur, on dit on va choisir encore, oulala. Mais enfin, l'idée c'était de limiter la naissance d'enfants avec une amyotrophie spinale. C'était pas délirant. Les politiques, j'en parle avec mon ami Bertha, qui est un député du Gard, qui est généticien, ont souffert de l'amalgame qu'on fait entre ce qu'on a dit au début, l'eugénisme, ces gens qui veulent déraper tout ça. Et là, les possibilités qu'on peut avoir dans des situations absolument dramatiques d'utiliser cette information génétique. Vous voyez ? Donc je pense qu'il faut faire attention à ça, parce que Bertha me dit à quel point c'est Buzyn qui n'a pas voulu la loi. Au-delà de l'Assemblée, c'est Agnès Buzyn. Et on sait pourquoi Agnès Buzyn n'a pas voulu. Sa famille sort des camps de Auschwitz. Je veux dire, pour elle, l'eugénisme, ça résonne encore. Hein, et donc, mais je pense qu'il faudra quand même arriver à progresser. Parce que, on va finir sur deux choses, si vous voulez bien, des choses un peu plus d'espoir, pour vous dire que cette génétique, c'est pas seulement les problèmes éthiques, des fois il n'y en a pas, et c'est pas la médecine de demain, c'est la médecine d'aujourd'hui. Donc je vais finir peut-être là-dessus. On le sait pas trop, mais la plupart des cancers aujourd'hui font l'objet d'une analyse génétique. C'est pas la génétique héritable, comme on en a discuté jusque-là. C'est l'information génétique présente sur la cellule cancéreuse. Elle n'est pas présente dans tous nos gènes, elle est présente que sur la tumeur. C'est absolument fondamental. Les progrès qu'on a sur les 20 dernières années viennent de là. On n'a pas progressé en chimiothérapie. C'est ça que je veux dire dans un autre bouquin. Quand je dis dépasser la chimio, c'est pas qu'il faut la mettre, hein, il faut la chimio. Mais le cancer reste la première cause de mortalité. Donc il faut aller plus loin que la chimio. Et on y arrive aujourd'hui avec certaines thérapies, les thérapies ciblées, qui vont se baser sur l'information génétique de la tumeur pour amener à des guérisons. Je vais vous donner un ou deux exemples. Ou bien encore l'immunothérapie, hein, qui marche très bien. Ou bien encore la vectorisation vers la cellule cancéreuse. En 2005, j'étais à l'ASCO. L'ASCO, c'est le congrès, la grande messe des cancérologues, où je me rendrai dans quelques semaines, comme d'habitude. C'est une espèce de pèlerinage. Vraiment, on est 40 000, c'est vraiment... Et on échange. Et bien à l'ASCO en 2005, cancer du sein, on savait à l'époque qu'il y avait 20% des cancers du sein qui avaient une espèce de récepteur, un peu bizarre, pas les récepteurs hormonaux, un autre, mais quand une femme exprimait ce récepteur sur la tumeur, le pronostic était très mauvais. C'est-à-dire que là, le pronostic était redoutable. Je ne vais pas vous donner les chiffres, ça ne sert à rien. Et en 2000, une équipe comprend que c'est bien sûr l'expression de ce gène qui fait la malignité en fait de ces cellules, et on développe une stratégie pour lutter contre. C'est un anticorps. Un anticorps, c'est une espèce de protéine qui va bloquer la protéine, comme on le fait avec les antigènes. En fait, on développe des anticorps, ça va bloquer l'antigène. Hein, c'est le principe vaccinal. Bon, et là, on développe ce truc, et en 2005, incroyable, la première étude montre que les femmes qui avaient un si mauvais pronostic, leur pronostic est quasiment meilleur que les autres femmes, alors que c'était de loin le plus mauvais. Ah, les gens se lèvent à l'ASCO, on applaudit, tout ça, et voilà. Et il se passe un certain nombre d'années. Mais il ne s'est pas passé dans les 10 dernières années, une année, sans qu'on ait 2 ou 3 cancers avec ce type de réponse.
c'est la prostate, c'est le pancréas, c'est le cholangiocarcinome, c'est le cancer de l'ovaire avec des résultats hallucinants. On est passé chez des femmes d'un pronostic de survie de 30% à plus de 75% avec un médicament qui cible BRCA1. Quand votre cancer, soit d'ailleurs du sein, soit de l'ovaire, soit de la prostate, est lié à BRCA, on vous donne cette pilule qui répond à BRCA et ça transforme le pronostic de ces patients. Je donne un dernier exemple. C'était l'an dernier, toujours à l'ASCO. Et après, je conclus pour vraiment. J'étais à l'ASCO dans une salle pleine. Des Australiens arrivent avec une série de 14 jeunes personnes qui ont des cancers du rectum avancés, malheureusement, avec une anomalie génétique, de nouveau. Ce n'est pas tous les cancers. Chaque fois, c'est une petite partie qui exprime un truc dont on sait dont on a compris et dont on a fait un traitement. Ces jeunes gens, comme on ne peut pas les opérer sans faire une amputation du rectum, c'est quelque chose d'extrêmement lourd, on fait en principe une chimio, mais qui ne marche pas très bien, qui marche dans 10 à 20%. On fait une immunothérapie, parce qu'on sait que cette instabilité génétique, c'est un marqueur formidable de sensibilité à l'immunothérapie. On se relève à l'ASCO. 100% des 14 jeunes gens ont répondu. Ils ont tellement répondu qu'il n'y a plus de tumeur. 100% de réduction tumorale des 100%. On se lève, on applaudit. Il y a toujours des esprits grincheux. Oui, mais bon, c'est la première étude. Ouais, bon, quand même, ça fait beaucoup quand même que 100%. Oui, mais alors, comment ça va tout modifier et puis on ne sait pas si ça va récidiver. Je dis, mais quand même, c'est un bon signe, quand même, 100%. La deuxième étape, c'est le congrès européen. C'est en septembre à Paris. 122 patients, les mêmes, des jeunes, des cancers avancés, inopérables diagnostic, immunothérapie, 95% de réponse complète. Plus de tumeurs. Vous mettez le coloscope, il n'y en a plus. Monothérapie avec de l'immunothérapie. C'est pour vous dire qu'on n'est plus dans des projections. Vous nous voyez des fois, les sociétés savantes, un petit peu en colère parce qu'on trouve que des fois, ça va pas assez vite pour les accès, soit au diagnostic, soit aux médicaments. Ceci dit, il y a une réforme de l'accès précoce et notre pays n'est pas le dernier, loin s'en faut, en matière d'accès aux soins. Voilà, écoutez, je crois que je vais conclure peut-être sur cette note-là, puis me prêter au jeu des questions. Merci de votre attention. Michel Fontaine. Le gène KRAS est-il transmissible ? La réponse est non dans l'immense majorité des cas. Ce gène est recherché maintenant dans plusieurs pathologies, le cancer du côlon, les pathologies digestives en général, et depuis peu dans le cancer du poumon également. Mais ce gène, les variations génétiques sont sur la tumeur et exceptionnellement transmissibles. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, bonsoir. J'ai une famille d'amis qui est très touchée par la maladie de Huntington. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est la chose la plus dure. En réalité, la chorée de Huntington, beaucoup d'ailleurs de lois qui gouvernent la pratique de la génétique se sont faites en pensant à la chorée. Qu'on appelle l'analyse présymptomatique. D'abord, c'est une maladie terrible pour laquelle nous n'avons pas de traitement. Je crois qu'il faut le dire. On a des essais en cours, certains sont prometteurs, mais nous n'avons pas de traitement. On a l'apparition d'une démence rapidement progressive chez des gens relativement jeunes, et pour ne pas dire jeunes. C'est une maladie qui est dominante. Ce qui veut dire qu'elle se transmet verticalement, en fait, comme le cholestérol. Vous avez un des deux parents atteint. Et la pénétrance, qui est un terme barbare, mais qui est la probabilité de faire la maladie si on a le gène, est très élevée.
Donc, c'est la pire des choses. Parce qu'on est dans ce risque très fort de maladies graves et incurables et on n'a pas d'action. C'est le pire qu'on puisse faire. Donc, évidemment, il y a pour ces personnes, les décrets d'ailleurs du présymptomatique ont été faits pour ça. Nous devons, dans les consultations de génétique dites présymptomatiques, avoir une psychologue. Il faut être sûr que la personne veut accéder. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas accéder à l'information. Pourquoi la loi aujourd'hui quand même a encadré ça? Parce que la seule action possible, c'est celle qu'on a mentionnée, qui serait un parent à terre qui dit je ne veux pas que mon enfant, et on peut faire appel à ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire dans le cadre de la chorée d'Huntington. Merci de votre question, qui est un des sujets les plus durs de la génétique médicale. Monsieur. Oui, professeur, on assiste, semble-t-il, à une montée en puissance, si je puis m'exprimer ainsi, des cancers du pancréas. Et à quoi cela pourrait-il être dû et comment le prévenir? Merci. En tout cas, je mesure la qualité de cet auditoire, j'en doutais pas, à la qualité des questions. Effectivement, vous êtes bien informé, on ne comprend pas. Il y a une montée très nette de l'incidence des cancers du pancréas. D'ailleurs, c'est pas vrai que tous les cancers augmentent, il y en a qui diminuent, hein, mais le cancer du pancréas très nettement augmente. On n'a aucun facteur de risque pour ce cancer. On a discuté pas mal du tabac, mais en fait, c'est assez faible. On a malheureusement des prédispositions héréditaires. Elles ne sont pas si rares que ça. On parle dans 15% des cas. On a à peu près 7 ou 8 gènes qui donnent des formes familiales de cancer du pancréas. Alors qu'on déconsidérait, monsieur, cette problématique en disant oh, le cancer du pancréas, c'est tellement grave quand ça arrive que à quoi bon le dépistage? On a fait la même erreur avec le cancer du poumon. C'est absolument faux, ça. Le cancer du pancréas ou du poumon, lorsqu'il est familial, on doit mettre en place une surveillance. Parce qu'un cancer du pancréas détecté tôt, un cancer du poumon détecté tôt, ça se soigne et ça se guérit. Et ça ne sort pas de mon chapeau, ce n'est pas une vue de l'esprit. On a aujourd'hui un dépistage national qui se met en place dans le cancer du poumon. Il faudrait faire un scanner chez des fumeurs. On sait que ça réduit la mortalité avec des essais de phase 3. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais ce truc où on disait ces cancers sont graves, peut-être que le dépistage ne sera pas. Donc, s'il y a des antécédents familiaux, à mon avis, il faut consulter soit un spécialiste, soit une équipe de génétique pour discuter de savoir s'il y a lieu ou pas de mettre en place une surveillance active vers le pancréas. Professeur, bonsoir. J'ai une question. Donc, moi, j'ai une gynécomastie. On doit se voir. Hein. Après, j'ai un cancer du sein. Et donc, je suis né à l'île Maurice. Donc, on sait que là-bas, au niveau des pesticides, au niveau mondial, on est très, très mal classé. Ce que je voulais savoir, moi, est-ce que mon cancer du sein vient des... Ce qu'on me dit, peut-être aussi, parce que la gynécomastie vient des pesticides. Est-ce que ça vient des gènes, des pesticides? C'est vrai que dans ma famille, il n'y a pas eu de cancer du sein, à ma connaissance. Et quels sont les risques aussi pour mes enfants? J'ai un garçon de 15 ans et une fille de 20 ans. Merci, professeur. Non, je vous en prie. L'hypothèse de la génétique dans le cancer du sein chez l'homme est plus forte, a priori, que chez une femme. Pour autant, le déterminisme génétique chez l'homme du cancer du sein, c'est 10 à 15%. Donc ça laisse beaucoup de champs possibles à une autre origine. Donc nous, ce que je vous proposerai très probablement, parce que le cancer du sein chez l'homme, c'est une indication en soi d'analyse génétique. Donc on la fera. Si le résultat est négatif et qu'il n'y a pas d'antécédent familial, la réponse du déterminisme est probablement ailleurs. Et effectivement, malheureusement, j'ai appris que dans l'océan Indien, il y a pas mal de pesticides qui circulent. Maintenant, alors ça c'est un vaste débat, mais je ne vais pas m'aventurer. Je ne serai pas le meilleur pour parler du déterminisme hors génétique, et je préfère rester à ma place.
Je reviens sur la Corée de Huntington qui me touche ma famille et je voudrais parler du risque assurantiel. Parce que quand on a diagnostiqué à ma fille qui avait 20 ans à l'époque, par rapport à son père, on ne m'a pas fait d'avis officiel écrit en me disant, comme ça, elle pourra dire qu'elle ne savait pas si elle fait un crédit pour sa voiture. Merci madame, c'est une question très difficile. D'ailleurs, j'avais dit que j'allais la traiter, vous avez vu, je ne l'ai pas traitée. En principe, il y a un moratoire des assurances sur l'information génétique. C'est un sujet qui est assez complexe, mais en principe, il ne doit pas y avoir de majoration sur l'information génétique. Ceci étant dit, moi-même j'ai emprunté des fois, et il y a quand même un questionnaire où on vous dit vos antécédents familiaux, y compris de cancer. Donc si vous ne le marquez pas, est-ce qu'on pourrait vous targuer de dire vous avez dissimulé un fait pour l'assurance? Voilà, c'est très complexe. Il y a à la Ligue, alors c'est le cancer, mais il y a un service juridique qui est quand même assez calé avec ces questions. Il y a un service juridique à la Ligue qui pourrait peut-être vous dire l'update, enfin l'actualité sur ces questions. Oui, je voulais savoir si Alzheimer est une maladie à prion. Oui, alors ça peut l'être. D'ailleurs, c'est pas tout à fait, c'est une forme d'Alzheimer. Parce que l'Alzheimer, on peut en parler sur le plan nosologique. En principe, c'est une démence un peu particulière, mais en fait, c'est devenu un terme générique pour les démences. Oui, madame, il y a des formes de démence des jeunes. Vous me voyez m'assombrir parce que j'ai vu, à l'époque, vous savez qu'on a fait de la GH dite extractive. Dans les déficits en hormones de croissance, dans les années 80, on ne savait pas synthétiser l'hormone de croissance. On savait qu'il y avait des enfants qui en manquaient. Et donc, on extrayait à partir de cadavres, d'hypophyses de cadavres, cette hormone de croissance. Et malheureusement, dans certains lots, il y avait cette maladie à prion, extrêmement mystérieuse, toujours. Et on a contaminé des dizaines d'enfants qui ont développé ces démences. Donc oui, la réponse, il y a des démences à prion, et ce sont des démences qui peuvent être transmissibles, mais transmissibles que si par inoculation. Ce n'est pas transmissible autrement que par inoculation. Bonsoir Monsieur Poujol, merci pour votre conférence. Il y a 1 an, on a détecté une leucémie aiguë lymphoblastique à ma femme. Nous avons une petite fille de 14 mois. Je voulais savoir s'il y avait des risques de transmission génétique. Merci de votre question. Les formes de leucémie peuvent être génétiques, mais en général, il faut qu'il y ait plusieurs cas. S'il n'y a pas plusieurs cas, il n'y a quasiment pas de risque que ce soit génétique. On a décrit quand même des syndromes familiaux. Il faut qu'on ait le même type de leucémie. S'il y avait, par exemple, vous en connaissez le type, ce type de leucémie sur la lignée lymphoblastique, ça pourrait évoquer ce genre. Mais en dehors de ça, il y a très peu de risques de récurrence génétique. Oui, bonsoir. Vous avez parlé à la fin de votre conférence de immunothérapie pour le cancer de rectum. Vous pourriez expliquer un petit peu en quoi consiste cette immunothérapie, s'il vous plaît? Ah oui, merci, parce que j'adore cet exercice qui est extraordinairement difficile. On va essayer de la faire simple. D'abord, l'immunothérapie, ça fait un petit moment qu'on pense que, grâce à notre système immunitaire, on se défend du cancer. On sait qu'on fait des cellules cancéreuses tous les jours. Et donc, elles ne disparaissent pas comme ça. On est armé par nos défenses naturelles, donc l'immunité, pour prendre ces cellules qui ont dérapé et les tuer. Pourquoi à un moment ça échappe? Il y a eu un prix Nobel donné à 2 scientifiques, un japonais et un américain, en 2015. Ils ont compris pourquoi. Non seulement ils ont compris pourquoi, ce qui est déjà très fort, mais en plus ils ont fait des médicaments. Et ils ont compris que dans un processus immunitaire, quand vous avez un agent, que ce soit un agent viral, quel qu'il soit,
il y a un déclenchement avec ce qu'on appelle les antigènes. Vous avez vos cellules qui arrivent, qui vont lutter contre le mécanisme infectieux, inflammatoire. Et puis, à un moment, il faut que ça s'arrête. Donc, il y a un bouton off sur cette cellule immune. Ce bouton off, il s'appelle PD1, PDL1, enfin, on en a plusieurs. Ça a été démontré par ces personnes-là. Et parce que s'il n'y avait pas ça, on aurait tous des tas de maladies auto-immunes. D'ailleurs, on en a certains. La maladie auto-immune commence quand la réaction immunitaire n'arrive plus à s'arrêter. Vous détruisez votre thyroïde et tout ça. Enfin, vous en connaissez certains. Donc, il faut un truc stop. Et on s'est aperçu que certaines cellules cancéreuses avaient un prolongement, une protéine qui allait physiquement appuyer sur la pédale stop. Et donc, ce qui a été fait, alors en gros par ces chercheurs, c'est inhiber ce mécanisme. Ce mécanisme, petite histoire quand même, pour vous donner aussi l'immunothérapie, ça vient de loin, parce qu'en 2015, prix Nobel, en 2016, Jimmy Carter, un mélanome malin qui devient métastatique aux États-Unis. On comprend que l'immunothérapie, ça marche pas mal dans ce truc, quand il y a on lui donne ce traitement. Jimmy Carter est toujours là, avec un mélanome métastatique au cerveau et au foie, sous immunothérapie. On est 7 ans après, à ma connaissance, Jimmy Carter est toujours parmi nous. Voilà. Pour vous donner la puissance, encore une illustration de ce traitement. Mais vous savez qu'il y a des cancers aussi où on utilise le BCG. Les cancers de la vessie, on met un BCG dans la vessie et ça stimule la réaction immunitaire de façon moins spécifique que ce que je vous ai dit là, mais ça marche aussi. Merci de cette question. Je venais ici pour essayer d'avoir des informations sur le cancer du cerveau, le cancer du sein, l'alcoolisme, Alzheimer. Et j'ai remarqué que dans ma rue, il y a 15 antennes 4G, 5G. Il y a beaucoup de cancers. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Et pour finir, je me demandais si les maladies étaient dues à des gènes. Il devrait y avoir la même proportion de malades à chaque génération. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur tout ça, quoi? Merci. Alors, sur les antennes 4G, 5G, je vais vous décevoir, mais je n'ai aucune expertise là-dessus. Et plus ça va, plus j'apprends à rester dans mon champ. Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de possibles sur ce qui cause la recrudescence de certains cancers. Il y a plus de cancers du sein chez les femmes jeunes. C'est pas la génétique, pour répondre aussi à votre question. C'est pas la génétique, il n'y a pas plus de génétique. La génétique, c'est un fond. Donc c'est 10-15% de l'ensemble des cancers, mais aussi l'ensemble des pathologies d'ailleurs. C'est-à-dire le déterminisme pur, entre guillemets, pur, c'est jamais pur, mais le déterminisme fort par la génétique, c'est 10%. Donc il reste beaucoup de possibles. Je ne m'aventurerai pas, le psychisme, l'alimentation, la pollution, ces éléments ont été mentionnés. Bien sûr, il doit certainement y avoir des choses. Sur la question de la génétique, c'est un truc de dire ça augmente. Non, cette génétique héréditaire qui se transmet, les mutations remontent souvent à 20 ou 30 générations. Quand on parle de mutation BRCA1, on sait que ces mutations sont arrivées en moyenne il y a 20 ou 30 générations. Donc ce n'est pas du tout un phénomène nouveau, sauf qu'avant, Franklin ne savait pas qu'elle avait une mutation de BRCA1, évidemment. Monsieur. Votre séminaire. Donc j'ai une question sur le diagnostic préimplantatoire que vous avez évoqué. Donc est-ce que vous pourriez résumer pour nous la nature du cadre législatif français, peut-être européen, en termes simples, résumés, et comme vous avez un avis consultatif, quelle est votre vision sur la manière dont on pourrait faire évoluer ce cadre législatif en termes simples également, quelles sont les limites que vous préconisez, où est la limite, puisque vous avez parlé de facteurs de risque, et comment est-ce que vous l'envisagez? Là, je vais parler plutôt au nom de ma société pour répondre à votre question, notre société qui s'intéresse à la médecine prédictive. Il y a un champ très carré qui est vraiment au terme de la loi. Le DPI peut s'appliquer lorsqu'il y a une variation génétique caractérisée qui donne un risque fort de maladie grave.
et incurable au moment du diagnostic. C'est le terme de la loi, à quelques mots près. Je pense que c'est très bon. Et d'ailleurs, ça n'a absolument pas été revu dans la loi de 2020-21. Il y avait une tentation de lister les maladies, mais ça devient impossible. Où sera le curseur? Je pense qu'il faut laisser, et c'est ce qu'a voulu le législateur, à ce qu'on appelle ces comités pluridisciplinaires, qui sont pas mal foutus. Hein. On a des généticiens moléculaires, des gynécos, des pédiatres, des psychologues, j'en oublie. Il faut qu'on soit tous d'accord à un près pour retenir l'indication sur le plan éthique et médical. Donc, c'est-à-dire que le garde-fou de tenir au terme de cette loi, qui est un peu vague, hein, je vous l'accorde, hein, donc je ne peux pas dire la barre est là, mais elle va être à la responsabilité de ces comités pluridisciplinaires. Il y en a une cinquantaine en France. C'est pas mal fait parce que quand même dans les réunions ça m'embête beaucoup, mais je pense que quand on est 15, la raison l'emporte. En tout cas, c'est un garde-fou. Hein, et bon, moi, ça m'est arrivé. Des fois, j'ai déjà proposé une indication qui n'a pas été retenue. J'ai râlé un peu sur moi, mais je pense que on a pris c'était une décision collégiale. Hein, je ne vous dirai pas la pathologie, je l'ai présentée. C'est une maladie qui est handicapante, mais on a dit qu'elle n'était pas mortelle. En tout cas, pas toujours. Enfin, bon, on peut discuter des arguments. Mais en tous les cas, je pense que l'encadrement de ce DPI éthique en France est extrêmement bien fait, repose sur un socle à la fois législatif et éthique tout à fait acceptable, il me semble. Voilà, pour l'instant. Je peux vous donner un truc, je pensais vous en parler. On a un congrès, ça me fait un peu l'occasion de faire la pub. C'est un congrès parisien qu'on fait tous les ans. Là, on va avoir le directeur de la police scientifique du FBI qui vient à ce congrès et le directeur de la police scientifique de l'IRCGN, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Parce que c'est un sujet que je n'ai pas abordé en fait. C'est la résolution des crimes. Il ne faut pas, à mon avis, avoir peur. Oh mon Dieu, on va être fiché, tout ça. Mais à part si on a fait un crime, je veux dire, moi, ça ne m'embête pas d'être fiché. Je vous raconte juste une petite histoire. On a 300 résolutions de crimes aux États-Unis par l'ADN. On en a beaucoup en France aussi. Hein. On a 3 millions de gens en France qui ont fiché. Ils ont fiché pas parce qu'ils se sont mal garés. Ils ont fiché parce qu'ils ont commis des délits et des crimes. D'accord ? C'est bien parce que quand on arrivera à 6 millions, on recoupera à peu près. L'histoire de Paul, je la fais brève. Il y a une série de viols et de meurtres aux États-Unis par un mec qu'on appelle le tueur de Sacramento. 52 viols, 12 meurtres. Ça sur une période de 15 ans. Le mec insaisissable, mais des fois insaisissable dans le quartier. On avait des traces d'ADN. Donc on connaissait l'ADN de ce type, mais ce type n'était pas fiché. Un type qui s'appelle Paul House, qui est un inspecteur du FBI, qui a passé 10 ans de sa vie à faire ça. Vous voyez ça, vous avez son interview en live, hein, si vous voulez. Hein. Beau gosse, là, à la retraite, jeune, un policier, 55 ans. Il est tellement énervé qu'il prend l'ADN et il fait ce que j'ai fait. Il envoie à MyHeritage, ou équivalent. Il dit que c'est le sien. Sauf que c'est pas le sien, c'est celui du criminel. Et on lui répond, vous avez un cousin. Yes. Donc, il prend le truc à l'envers. Il se retrouve, il remonte, il redescend, il se fait aider par une généalogiste généticienne, il arrive à 10, et puis après, avec les territoires, les machins, il arrive à 3, et il les filme, mais vraiment comme dans un film. Et il en prend un, qui est un ancien policier à la retraite, qui balance son mégot
dans la poubelle, il prend le mégot, il amène comme dans un film, et ça match à 100%. Et voilà qu'on a retrouvé le tueur de Sacramento. Vous voyez qu'il y a quand même aussi dans la génétique des possibles qui font un petit peu peur, mais moi qui me rassure plus qu'il ne m'inquiète, en l'occurrence. Merci beaucoup Pascal Pujol, merci à toutes et à tous.